Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour et merci d'écouter Radio Prague International. Le 22 mai 1946 était exécuté par pendaison Karl Hermann Frank, un Allemand des Sudètes devenu instrument clé de la violence nazie dans le protectorat de Bohême-Moravie. Son procès, exceptionnellement retransmis à la radio tchécoslovaque, a été suivi en direct par des dizaines de milliers d'auditeurs. Ce fond sonore unique est conservé à la radio tchèque et nous allons en parler avec Anna Kubishta dans cette émission. Mais tout de suite, le Flash Info par Guillaume Narguet. Les informations. Bonjour à toutes et à tous. C'est par une allocution du président tchèque Petr Pavel qu'a débuté ce jeudi à Prague la prestigieuse conférence internationale sur la sécurité appelée GlobSec Forum. 3 jours durant, plus de 2000 responsables politiques, chefs d'entreprise et d'ONG et autres figures de la société civile en provenance de 86 pays sont attendus dans la capitale tchèque. À cette occasion, le chef de l'État tchèque a évoqué 3 thèmes étroitement liés: le renforcement du pilier européen au sein de l'OTAN, la coopération plus étroite entre l'Alliance Atlantique et l'Union européenne et l'importance stratégique du soutien apporté à l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose à la Russie. Parmi les nombreux intervenants de marque, la présidente moldave Maia Sandu, la présidente du Parlement européen Roberta Metsola ou encore le général américain John Allen s'exprimeront notamment lors de cette première journée. Selon les organisateurs, le programme de cette édition 2026 du GlobSec Forum est axé sur la transformation systémique mondiale, une transformation qui bouleverse profondément l'ordre international, les technologies, la défense ou encore l'énergie. C'est par une cérémonie en hommage aux victimes de l'Holocauste que débute ce jeudi dans le chef-lieu de la Moravie le festival Meeting Brno et avec lui le congrès des Allemands des Sudètes. Pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'expulsion de force qui s'en est suivie d'une très grande majorité de la population germanophone qui vivait dans l'ancienne Tchécoslovaquie, cette réunion annuelle à l'invitation des organisateurs de Meeting Brno se tient sur le territoire tchèque. La tenue de ce congrès des Allemands des Sudètes suscite, rappelons-le, de nombreuses controverses et plusieurs manifestations sont attendues d'ici lundi prochain quand s'achèvera le rassemblement des derniers survivants et descendants des Allemands des Sudètes dont l'association est basée en Bavière. La République tchèque est le seul pays membre de l'Union européenne à ne pas avoir approuvé la résolution de l'ONU visant à consolider les obligations climatiques des États, alors que ce texte de compromis a été adopté avec 141 voix pour et seulement 8 contre, parmi lesquels notamment les États-Unis et la Russie. La République tchèque fait partie des 28 pays qui se sont abstenus lors du vote qui s'est tenu mercredi. Cette résolution de l'ONU soutient l'avis rendu en 2025 par la Cour internationale de justice, selon lequel les États sont légalement responsables en cas de manquement à leurs engagements en matière de protection du climat. Un mot de sport, l'équipe de République tchèque de hockey a battu l'Italie 3-1 mercredi à Fribourg en Suisse, à l'occasion de son 4e match de groupe comptant pour le premier tour du championnat du monde. La Reprezentácie a fait la différence dans le 3e tiers-temps en inscrivant 3 buts. Cette victoire est la 3e pour les Tchèques depuis le début de ce mondial et leur permettait mercredi soir de figurer en tête du groupe B avant leur prochain match contre la Slovaquie, un derby qui sera disputé ce samedi. Et puis pour la première fois de son histoire, Karviná a remporté la Coupe de République tchèque de football. Le modeste club de Moravie-Silésie a causé la surprise mercredi soir en finale à Hradec Králové en Bohême de l'Est et ce en battant Jablonec 3-1. Karviná qui succède donc au palmarès au Sigma Olomouc a ainsi également obtenu le droit de disputer en août prochain le 4e tour préliminaire de la Ligue Europa.
On termine ce bulletin avec un mot de météo. C'est un temps d'abord essentiellement ensoleillé dans la matinée, puis plus variable et nuageux au fil de l'après-midi, notamment dans la moitié est du pays, qui régnera ce vendredi jour de la fête des Émiles. En attendant d'attaquer la barre des 30 degrés en fin de semaine, les températures continueront de grimper et varieront entre 21 degrés dans le nord de la Bohême et 25 degrés à Prague, Brno en Moravie donc, ou Plzeň en Bohême de l'Ouest. À Prague toujours, le soleil se lèvera à 5h04 et se couchera à 20h48. Radio Prague International, le programme francophone. Když Mezinárodní vojenský tribunál zahájil svoji činnost, nebyl Karl Hermann Frank na seznamu oněch obžalovaných, kteří... Tomáš Dufka, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous dirigez le département des archives de la radio tchèque, des archives sonores essentiellement, mais pas que. Merci de nous rejoindre en studio aujourd'hui. Le site politické-procesy.cz, en français les procès politiques, c'est un projet multimédia qui permet d'accéder à l'intégralité des grands procès politiques communistes des années 50, mais pas seulement. Puisqu'on y trouve désormais aussi le procès de Karl Hermann Frank, un des plus hauts responsables nazis en Bohême-Moravie pendant l'occupation allemande de la Tchécoslovaquie. Secrétaire d'État du protectorat puis ministre d'État allemand à Prague, il a notamment joué un rôle central dans la répression contre la résistance tchèque et dans les représailles violentes après l'assassinat de Reinhard Heydrich en 1942, dont notamment la destruction des villages de Lidice et Ležáky et l'assassinat de la plupart de leurs habitants, ou en tout cas leur déportation, notamment dans des camps ou en Allemagne. Ce 22 mai, 80 ans se sont écoulés depuis l'exécution de Frank, au terme d'un procès de 2 mois. Et dans un article pour le site de ce projet multimédia, donc politické-procesy.cz, vous expliquez que ce procès, ça a été un peu un moment fondateur pour la radio tchécoslovaque. En quoi ces retransmissions ont constitué une rupture dans l'histoire de la radio en Tchécoslovaquie? Alors d'abord, ce procès était vraiment assez unique par sa durée. Il a duré donc 2 mois, mais si on compte vraiment jour par jour, ça fait 30 jours de procès. Et vraiment la radio tchécoslovaque en 1945, dès mars au mai, il transmet tout le procès en direct. 1946, exactement. Ça, c'est quelque chose qui est pour la première fois, on bouleverse la programmation de la radio après l'occupation nazie. On peut dire que peut-être les reportages directs on faisait en 1938, par exemple, les Sokol, Oui, les grands rassemblements de ce mouvement en fait patriotique et gymnastique. Alors pendant ce moment-là, en 38 par exemple, on faisait aussi des transmissions directes, mais à cette échelle, pendant 1 mois, faire le procès, c'était vraiment la première. Et d'autres choses, ce qui est assez intéressant, c'est l'archivage de ce procès. À l'époque, on est dans les années 40, on vraiment archive seulement les choses les plus importantes. Et on s'est dit que ce procès est tellement important qu'il fallait l'archiver tout entier. Et ça, c'est vraiment aussi unique. C'est unique en son genre. Justement, ces archives sonores, donc, qui sont conservées par la radio tchèque, ça représente environ 85 heures d'enregistrement, c'est énorme. Quand vous avez travaillé sur ce fond sonore, qu'est-ce qui vous a frappé? Peut-être la chose la plus connue et aussi très intéressante, c'est le personnage de Milada Horáková, parce que c'est le personnage dont on parle après le procès avec Milada Horáková en 1950. Et c'est déjà le procès
communiste, instrumentalisée, politique. Elle est devenue le symbole de la répression communiste au début des années 50, de l'époque staliniste, disons. Mais dans ce procès avec Frank, elle est déjà au procès, mais comme le témoin, non comme la victime. Ça, c'était vraiment une découverte immense. Et ça, c'est vraiment intéressant d'entendre Milada Horáková à Pancrate et dans un autre rôle que la victime, que tous les Tchèques connaissent. Bien sûr, oui, parce qu'en fait, avant d'avoir été une victime, pour le coup, du régime communiste, elle a aussi été victime, pour le coup, du régime nazi, puisqu'on sait qu'elle a été d'ailleurs enfermée à la forteresse de Térésine en tant qu'opposante au régime nazi. Exactement, oui. On a même découvert une photo dans nos archives de Milada Horáková devant Térésine, en 45, je pense. Après la libération. Après la libération. Ça, c'était aussi une découverte assez grande. Nejtěžší období pro nás bylo na jaře v roce 1943. Nevím z jakých důvodů, ale skoro jako programově dělo se tam vraždění vězňů, židů, kteří byli vězněni v malé pevnosti. À l'écoute de ces archives sonores, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend seulement un procès judiciaire ou est-ce qu'on perçoit peut-être aussi l'état psychologique d'une société tchécoslovaque qui a été traumatisée par l'occupation nazie et par la répression? Je pense que ce procès est vraiment très fort dans le sens qu'on ne peut pas l'écouter sans émotion, parce que c'est le moment où toute la nation tchèque veut un peu avoir la satisfaction de pouvoir demander des comptes aux auteurs de crimes de guerre nazistes. Et ça, on l'entend très bien que ce n'est pas seulement Frank qui est jugé, c'est tout le système nazi un peu dans sa personne. Et aussi, c'est aussi toute la nation tchèque qui est la victime de ces crimes, de crimes nazis. Et dans ce sens symbolique, on sait que c'est plutôt un événement un peu plus grand que ce n'est pas seulement entre Frank et ses juges, mais c'est aussi entre le système nazi qui a vraiment fait beaucoup de mal aux nations tchèques. Vous expliquez dans votre article que le procès était retransmis donc en direct pendant des journées entières, au point que justement ça perturbait les programmes de divertissement habituels. Aujourd'hui, ça paraît totalement inimaginable à la radio. Qu'est-ce que ça nous dit en fait ce choix sur la place politique et symbolique de ce procès dans la société de 1946, donc un an après, quasi un an après, mois pour mois après la fin de la guerre? Je pense que la société tchécoslovaque avait besoin de tourner la page définitivement sur les souffrances de la guerre. Elle avait besoin d'être certaine que les responsables seraient punis pour leurs actes. Et la retransmission en direct, c'était la possibilité aussi de montrer que la justice tchécoslovaque est déjà en forme et que ce n'est plus l'instrument d'un régime corrompu. Et arbitraire. Et arbitraire, exactement. Donc, c'est aussi le choix de la transmission directe, de voir que même s'il y a vraiment des criminels, on peut dire que on était sûr que ce sont eux qui étaient responsables des crimes qui sont commis. Il fallait le prouver. Et la transmission directe, on pouvait entendre les réponses, on pouvait entendre les témoins. Et ça, c'était très important pour tourner la page. C'est peut-être une notion plus actuelle, plus contemporaine, mais il y a une forme aussi de volonté de transparence, j'imagine. Exactement, oui. Et de volonté de transparence, c'est bien dit. Zde je porotní síň Krajského trestního soudu na Pankráci. V této porotní síni bude dnes Frankovi přečtena proklamace žaloby. Le procès de Karl Hermann Frank intervient seulement quelques mois après l'ouverture du procès de Nuremberg que la radio tchécoslovaque suivait déjà grâce au reportage de František Gell. Est-ce qu'on peut considérer le procès Frank comme une sorte de Nuremberg tchécoslovaque? Je dirais que au niveau de l'événement,
on peut le comparer, on peut dire que c'est vrai, mais au niveau du programme radiophonique, il y a des différences, parce que František Gell faisait des reportages pour des blogs dans la soirée, des nouvelles, rozhlasové noviny. Donc, il a souvent même non seulement téléphoné ces reportages à Prague, mais aussi il a même transmis par écrit ces reportages. Donc, c'était pas la transmission directe. Et il faut dire que dans le cas du procès de Frank, on a deux types de programmes. Il y avait des transmissions directes dans la matinée aussi, dans l'après-midi. Et après le soir, entre 8 et 9 heures, on avait aussi des résumés du jour. Mais ces deux types de programmes, il y avait deux équipes des reporters qui s'occupaient de leur programme. Donc, il y avait des reporters sur place. Et après, il y avait des rédacteurs dans des studios, dans le bâtiment de la radio. Et donc, il y a deux équipes différentes. Et Nuremberg, c'est plutôt la deuxième équipe dont on ne parlait pas jusqu'à maintenant. Juste pour revenir peut-être sur un aspect plus technique, c'est une idée qui me vient à l'esprit parce que je me souviens que quand j'ai vu des documentaires sur le procès de Nuremberg, on dit que ça aussi pour l'époque révolutionné beaucoup de choses parce qu'en fait les techniciens ont dû s'adapter, alors pour le coup parce que le procès de Nuremberg était énorme, il y avait énormément de gens, énormément de responsables, différentes nationalités au niveau des juges, donc il y avait des questions de traduction simultanée, il fallait que ce soit traduit dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne, et il y avait les Français, les Anglais, les Américains, les Russes, là c'est un peu moins compliqué, mais c'est quand même bilingue pour le coup parce que c'est tchèque et allemand, et même au niveau de la retransmission, est-ce que très concrètement, est-ce que ça a demandé des innovations techniques ou technologiques spéciales en fait, cette retransmission du procès Frank? Oui, le grand problème était la technique sur place parce que la radio tchécoslovaque s'occupait non seulement de la retransmission de l'émission radiophonique, mais aussi de transmission sonore sur place. Donc, si le juge parlait à Frank, il a eu le microphone aussi et il y avait la radio sur place pour un peu élargir son voix pour le public. Pour augmenter le son de sa voix. Exactement. Et donc, quand le juge parlait, le rédacteur ne pouvait pas parler parce que c'était sur la même ligne et donc dans ces reportages de Pancrate, les reporters de la radio ne parlaient pas très souvent. Mais ils interviennent quand même. Ils interviennent, mais pas très souvent, à cause de ces questions techniques qui étaient compliquées. Et au début du procès, on peut voir dans les sons d'archives qu'il y avait beaucoup de problèmes au début. Il y a encore la traduction aussi dans les écouteurs de Frank et d'autres témoins souvent. Et donc la question technique était très présente. Als Reichsbeamter Já jsem jako říšský úředník und als Staatsminister a jako státní ministr im protektorátě keine Willkürakte aus Hass gegen das tschechische Gesamtvolk neprováděl žádné libovolné akty proti českému národu. On dit qu'il y a en effet un nombre incroyable d'heures d'archives, mais il y a quand même des passages majeurs qui ont disparu, et notamment, ça c'est incroyable, l'énoncé du verdict. Est-ce que vous avez une hypothèse personnelle sur cette absence? Est-ce que c'est un simple accident d'archives, un mystère historique à jamais insoluble? Ça c'est très intéressant et c'est vraiment quelque chose assez bizarre. Parce que vraiment on a presque tout le procès qui était très précis. Les gens qui ont
fait l'archive de ce procès était très précis, ils ont fait le bon travail. Et quand certaines parts de procès manquent, il y a toujours une réponse à ça. On sait qu'il y avait des parties de procès où les juges, ou pas les juges, mais les gens qui s'occupaient du procès lisaient, par exemple, certaines notes. C'était écrit. C'était pas la discussion avec Frank ou avec des témoins. On n'enregistrait pas ces parties-là. On n'enregistrait pas ces parties-là, mais à la fin, le verdict, on peut dire que c'est la chose la plus importante du procès. C'est celle à laquelle tout le monde s'attend, évidemment. Ouais. Et donc, pour répondre à votre question, on ne sait pas pourquoi on n'a pas ce passage crucial du procès. Il y a, je dirais, 3 hypothèses. La première, il y avait des problèmes techniques. Il y avait les problèmes, non seulement techniques, il y avait la décision de ne pas le faire. Ça pouvait arriver, mais après, on ne peut pas dire que c'est certain que personne ne volait, par exemple, ce type de disque avec cette archive sonore. Disons comme ça, mon collègue qui a fait la digitalisation de la numérisation, numérisation du procès, il m'a dit que le disque était fini dans la moitié de disque. En fait, tout le disque n'a pas été utilisé pour l'enregistrement. Exactement. Donc, ça peut dire que vraiment, s'il y avait encore si on voulait continuer, on pouvait. Il faut dire qu'ils enregistraient le procès sur les bandes magnétiques et après, ils ont transmis sur les disques. Sur les disques. Donc, c'est possible que la bande magnétique ait été perdue? Ça, c'est possible. Et ça, c'est peut-être une des raisons. Mais le problème, ce qui nous manque, ce sont des documents papier, de la documentation écrite, d'archivage. Donc, on ne peut pas vraiment dire, on est sûr, ce n'est pas archivé pour ça, pour ça. Pour non. cette raison, ouais. Donc il n'y a pas de réponse très claire. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine façon, que le procès Frank a contribué à inventer une nouvelle forme de reportage judiciaire radiophonique? Ce n'est pas facile à répondre à cette question, mais on peut dire, ce qui est vrai, c'est que avant ce procès, il n'y avait pas une reportage direct des procès judiciaires. Mm-hmm. Donc oui, on peut dire que c'est la première, donc bien sûr que c'était fondé, mais autre chose, c'est que le reportage a déjà existé depuis les années 30 et l'un des reporters sur place était Józef Cincibus. C'était vraiment le personnage crucial pour le reportage radiophonique tchèque des années 30 et 40. Et donc, son style est assez typique pour tous les reportages qui datent des années 30 et 40. Donc, on reconnaît très bien Józef Cincibus aussi sur les reportages du procès de Frank. Et dans ce sens-là, ce n'est pas novateur. Ce n'est pas nouveau. Dans votre article, évidemment, et vous le disiez d'ailleurs vous-même tout à l'heure, en début d'entretien, donc vous établissez aussi ce lien entre ces retransmissions de 1946 et les futurs procès politiques staliniens des années 50. Sauf qu'il y a une différence quand même, évidemment, entre ces deux retransmissions, parce que justement, il y en a une, c'est une vraie retransmission, et les procès politiques des années 50, ça devient quelque chose de très différent et de manipulé. Justement, à quel moment la radio cesse d'être un témoin pour devenir un instrument de mise en scène politique ? C'est exactement dans la deuxième moitié des années 40. Le procès de Frank est très intéressant dans le sens que c'est le premier procès enregistré et c'est presque le dernier que c'était l'émission directe dans le programme de la radio. Après ce procès, on faisait la même chose avec le procès avec le gouvernement du protectorat Bohême-Moravie. Mais déjà, le procès avec le gouvernement du protectorat durait d'avril 1946 jusqu'à juillet 1946. On a essayé de faire la même chose comme avec le procès Frank, mais déjà, la population tchécoslovaque était fatiguée, les politiciens étaient fatigués et surtout
le deuxième procès n'était pas si clair, dans le sens que ce n'était pas Frank qui était jugé, mais c'était des ministres du gouvernement tchèque. Après ce deuxième procès, les transmissions directes ont fini, et après on n'a plus fait la transmission directe. Et on commence à faire plus de pression sur la forme de ce type de reportage. On veut qu'on fait le reportage stylisé plus que le reportage direct. Herr Präsident, der Inhalt dieses Befehls entspricht genau dem Hitlerbefehl über Lidic. Pane prezidente, obsah tohoto rozkazu odpovídá úplně rozkazu Führerova týkajícího se Lidic. Nach meiner Erinnerung, bisherigen Erinnerung, ist er von Berlin direkt nach Prag gegeben worden. Puisqu'on parle évidemment de son, qu'est-ce que ces enregistrements de la voix de Karl Hermann Frank nous apprennent ou peut-être nous révèlent sur lui ou sur sa personnalité? C'était quelqu'un qui a fait des choses assez horribles, même si pas personnellement. Il n'a tué personne vraiment personnellement, mais il a donné les ordres. Hein. Il a donné des ordres. Mais pendant le procès, il était dans les conditions assez faibles. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui était complètement impossible de diriger quelque chose ou il n'était pas quelqu'un qui disait je le faisais parce que j'étais nazi ou je pensais que c'était bien pour le faire. Non, c'était la tactique de tous les nazis pendant des procès de dire que c'était pas leur faute, que c'était faute à la hiérarchie. À la hiérarchie et que c'était seulement la pièce d'un mécanisme qui n'était à leur décision ou que c'était quelqu'un d'autre qui a fait des décisions. Donc, dans ce sens-là, c'était toujours pareil comme ce qui s'est passé à Nuremberg. Est-ce que vous pensez que ces archives peuvent encore avoir aujourd'hui une fonction civique ou démocratique, justement, à une époque où la mémoire de la Seconde Guerre mondiale s'éloigne progressivement et peut-être ce projet collectif de la radio tchèque avec le Národní archiv, les archives nationales tchèques de rendre public plus ce podcast qui a été créé spécialement pour cet anniversaire donc du procès sur la station Plus de la radio tchèque. Est-ce que justement ça a été fait dans ce but-là? Pourquoi on a fait ce travaux? Il faut dire qu'on a déjà numérisé des disques il y a 4 ans. Cette année, c'est un peu le résultat de nos travaux qui vient de se produire et j'en suis vraiment très reconnaissant pour ça. Et je pense que c'est vraiment le sujet toujours très actuel. En 2023, qu'on a commencé ou fini la numérisation des disques. C'était la deuxième année de la guerre en Ukraine et on s'est rendu compte que ce n'était pas une histoire qui est finie, qui est complètement terminée. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'on a fini avec ces procès avec des criminels qui ont fait des crimes de guerre. La situation en Ukraine nous toujours commémore ces choses-là. Donc, je pense que réfléchir sur le procès de Frank, c'est aussi réfléchir sur comment punir les gens qui sont responsables sur des crimes de guerre et qui se déroulent malheureusement de plus en plus dans ce monde qui est un peu en déroute. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que, pour le coup, la Tchéquie a rejoint une trentaine de pays récemment qui se sont engagés pour potentiellement, plus tard, créer un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie contre l'Ukraine. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup, Tomáš Dufka, et pour votre travail aux archives de la radio tchèque. Merci beaucoup. C'était Tomáš Dufka qui dirige le département des archives de la radio tchèque. Il répondait aux questions d'Anna Kubišta. C'est la fin de cette émission en français sur les ondes de Radio Prague International, mais l'actualité tchèque en français, ça continue sur français.radio.cz et sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention et de votre fidélité. À demain. Naslyšenou.